Et en parallèle, j'avais des crises d'angoisse qui s'intensifiaient. Et en fait, là, c'était un peu la sonnette d'alarme où j'ai un peu réalisé à quel point la santé importait. Et plus j'attendais une réponse en fait des différentes entreprises aux Pays-Bas, et ben plus mon anxiété s'intensifiait. Cet épisode est sponsorisé par Zaptax. Et là, tu te demandes peut-être, mais Kelly, c'est quoi Zaptax ? Zaptax, c'est l'application à avoir sur ton téléphone si tu es, comme moi, expat en dehors de l'Union Européenne, et je vais t'expliquer pourquoi. J'ai récemment récupéré une 50aine d'euros en téléchargeant dans l'application les factures de mes achats que j'avais fait en France, mais pour info, ça fonctionne aussi pour l'Espagne et la Belgique. En faisant ça, j'ai pu donc détaxer mes produits et récupérer facilement mon argent en quelques clics. Je te conseille vraiment d'aller voir toutes les infos sur leur site www.zaptax.com et je te retrouve tout de suite pour ton épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue sur Fille Expat, le premier podcast francophone qui donne la parole aux femmes expatriées aux quatre coins du monde. Je suis Kelly Barichello et à travers chaque épisode, je te partage la conversation que j'ai eue avec une femme inspirante qui a osé sauter le pas de l'expatriation. On va te faire découvrir une nouvelle destination, un mardi sur deux, en échangeant en toute transparence sur le ressenti de chacune avant le départ, mais aussi une fois sur place. On va également tenter de comprendre les différents challenges que chaque pays peut avoir et te donner des réponses aux questions que tu te poses peut-être si toi aussi tu souhaites t'expatrier. Chaque discussion se veut authentique et on l'espère va rassurer les familles qui, eux, sont restées dans leur pays d'origine. Surtout que dans cette saison 5, croyez-moi, c'est dans des pays vraiment atypiques que j'ai décidé de t'emmener. Si vous souhaitez rejoindre les coulisses de Fille Expat, je vous invite à vous abonner au compte Instagram. Le lien se trouve directement dans la description de chaque épisode. Allez, embarquement immédiat, très bonne écoute! Salut à toi qui nous écoute et hello Emeline, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast, donc merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi et bonjour à tout le monde. Alors, est-ce que tu peux nous dire à tous celles et ceux qui nous écoutent quel est ton âge, où est-ce que tu te trouves actuellement ? Alors oui, je suis Emeline, comme tu viens de le dire, j'ai 31 ans et je suis en ce moment en France pour une escale de 3 mois. Mais tu vas nous parler de Bali. Voilà, Bali où tu te trouves depuis 3 ans, c'est bien ça ? Depuis, c'est ça, un tout petit peu plus de 3 ans, depuis mars 2019. Super, trop hâte. Bali, une île qui fait rêver tout le monde. Il n'y a aucun doute là-dessus, mais avant qu'on en parle, j'aimerais te poser 3 questions. Tu vas devoir me répondre par vrai ou faux. Est-ce que tu es prête ? Ok, prête. Alors, dans la culture balinaise, est-ce qu'on dit balinaise d'ailleurs ? Oui, okay. Ouais. Dans la culture balinaise, il n'y a que 4 prénoms. Oui, on va dire les 4 plus courants, mais après, ça s'étend. Ok, super. Ouais, c'est trop drôle parce que en fait, ce qui se passe à Bali, d'après ce que j'ai compris, c'est que le premier bébé, il va s'appeler, alors je vais peut-être mal les prononcer, je m'excuse d'avance, Wayan, le deuxième, Maid, le troisième, Newman, et le quatrième, alors ça je sais, c'est Ketut. Parce que pour toutes celles et ceux qui ont vu le film Manche Prix M de Julia Roberts, il y a le fameux Ketut. Exact, tu vois, je l'avais moi-même oublié. Ouais, non, c'est vrai que c'est assez choquant au départ. Par exemple, mes anciens propriétaires s'appellent Wayan et Wayan, donc hommes et femmes. Mais voilà, on a tous une liste de contacts avec Wayan, Guédé, Poutou, Ketut, et ça, fois 1000. Donc, il faut bien préciser l'auberge où la personne se situe pour ne pas s'en mêler les pinceaux. Ouais, c'est fou parce qu'ils ont quand même un nom de famille, rassure-moi. Oui, à rallonge aussi, mais ils ont tous aussi des noms de scène un peu en fonction de leur secteur d'activité ou autre. Ouais, c'est assez... Ouais, ça m'a surpris, mais ouais. Et puis donc du coup, une fois qu'ils ont passé à Ketut, ils reprennent à Wayan et puis c'est reparti. Donc voilà. Et bah écoute, deuxième question. Pendant ces 3 premiers mois, un bébé est porté de bras en bras. Alors je sais, c'est une bonne question. Mais je sais que du 0 au 42e jour, il n'a pas le droit d'être posé au sol et il ne peut pas sortir de chez lui. Et une fois la cérémonie du 42e jour, potentiellement oui, je dirais oui. Oui, tu as raison, c'est vrai. Parce qu'il n'a pas le droit de toucher le sol, car ils sont considérés comme des petits anges, donc sans toucher le sol et sans sortir de eux, en gros, j'ai l'impression que ça permet à leur spiritualité de rester intacte. Oui, c'est ça. Wow. Ils ont plein de rites qui sont difficiles à déchiffrer, et même en nous les expliquant,
c'est difficile de suivre. C'est clair. Même eux ont Alors, du mal à suivre. déjà que être maman, ça doit pas être facile, mais alors en plus être maman et ne pas pouvoir poser son bébé, Voilà. ça doit être vraiment intense, quoi. Ouais. Eh bien, écoute, troisième et dernière question. Donc, pour l'instant, tu nous fais un sans faute, bravo. L'économie de Bali est basée, alors attention, à 70% sur le tourisme. Je dirais plus. Donc, tu dis faux. Ouais, faux. Ouais, Eh ouais. ben, tu as raison. Voilà, tu as fait un sans faute. Je sais que ça te faisait Ouh. stresser cette petite session. Effectivement, Ah. le tourisme à Bali, c'est 80% de l'économie du pays, donc c'est énorme. Ouais, bah, on a bien vu ça pendant la pandémie, où l'île était vidée de ses touristes, mais c'était un tout autre paysage. Donc, je ne vais pas te cacher que moi, pendant cette période, c'était génial, c'était fou de vivre ce chapitre de vie. C'était, voilà, la nature reprenait ses droits et les routes étaient juste vides. Mais c'était assez triste pour les locaux qui, eux, voilà, ont besoin du tourisme pour vivre au quotidien. Je te comprends parce que moi j'avais été du coup en Guadeloupe et c'est vrai que pendant que l'île était fermée au tourisme, c'est vrai que les plages vides c'était quand même plus agréable que, Oui, que une plage remplie ouais, de touristes. ouais. Mais voilà, c'est comme ça. Mais bon. Donc si tu veux bien, on va revenir en arrière parce que comme tu l'as dit, ça fait 3 ans maintenant que tu es installé à Bali. Donc est-ce que tu peux nous dire un peu quel a été ton parcours et qu'est-ce qui t'a conduit à partir à Bali? Oui, alors c'est vrai que Bali a relevé plus de l'improvisation que de l'organisation parce que c'était pas du tout dans mon parcours de vie. Je connaissais très peu de choses à ce sujet. J'avais des amis qui partaient en vacances et je n'y ai jamais songé jusqu'à... j'ai toujours eu une passion pour le voyage. Mes parents n'ont jamais vraiment voyagé, donc c'est arrivé très tardivement dans ma vie. Et j'ai fait une fac de langue à Nantes, de langue étrangère appliquée, et par la suite un master à Bordeaux. Et tous ont été entrecoupés de trois semestres passés à l'étranger. Ok. Et là, ça n'a fait qu'accroître ce besoin de vivre au-delà des frontières françaises. T'es partie où du coup en stage? Alors, j'étais partie 6 mois à Shanghai, 6 mois à Chicago et 6 mois à Londres. Ah, génial, parce que tu as vraiment... Donc, je vais pas faire la fille surexcitée de Chicago, parce qu'on en a déjà parlé avant l'enregistrement. Mais du coup, je trouvais intéressant que du coup, tu as vu l'Amérique, tu as vu une partie de l'Europe et l'Asie, en fait. Ça, c'est vraiment Ouais. trop bien. Surtout sur des formats différents parce que j'avais un échange universitaire, puis un échange en école, donc un établissement plus privé. Et enfin, à Londres, où j'étais en stage. Et je travaillais aussi à côté parce que la vie londonienne coûte cher. Mais ouais, tous ont été très complémentaires. Et en fait, une fois mes 6 mois à Chicago, l'idée était de trouver un emploi ou un stage de fin d'études aux États-Unis, mais bien sûr, c'est pas une pratique courante chez eux. Donc, je cherchais désespérément un stage en parallèle à Paris. Et puis, voilà, c'est l'opportunité de stage qui m'a rapatriée en France, malheureusement. Et heureusement, ouais, mais malheureusement, ouais. Donc, je suis arrivée en France pour faire mon stage de fin d'études. Je crois que ça, c'était début 2014. Si je ne me trompe pas, janvier, pour commencer 6 mois de stage. Et je pensais qu'à l'issue de ces 6 mois, je reprendrais ma liberté et que je pourrais vivre à l'étranger. Mais ces 6 mois se sont transformés en 5 années passées à Paris. Oh, waouh. Ouais. Et en fait, pendant ces 5 années, alors j'ai eu la chance de travailler... Enfin, j'étais amoureuse de mon job. J'ai fait deux jobs, les mêmes, à raison de 2 ans et demi chaque. Et j'ai aussi eu beaucoup de chance de travailler avec des managers en or. Donc, il n'y avait pas de zone d'ombre côté boulot, mais côté perso, c'était une toute autre histoire. C'est-à-dire que je travaillais tellement que, en fait, je passais ma vie personnelle de côté et que l'épanouissement était loin d'être ma priorité. Et ouais, il y avait toujours dans un coin de ma tête cette petite rancœur envers moi-même ou le fait que je sois toujours pas à l'étranger. Et les mois passaient et rien ne changeait. Et du coup, pour pallier à ce manque de voyage, la chose que j'ai fait et qui m'a aidé à survivre à la vie parisienne, c'était de partir tous les mois, que ce soit en Europe ou un petit peu plus loin que l'Europe. Donc du coup, pendant ces 5 années, j'ai fait 36 destinations. Wow. Et je partais la plupart du temps en solo parce que, tu sais, comme le dicton le dit, qui m'aiment me suivent. Mais
Le modèle français faisait qu'il y avait 1000 raisons de ne pas m'accompagner entre les mariages, les anniversaires. Et avec toutes mes heures supplémentaires, en fait, j'avais toujours une journée qui m'était donnée au travail. Donc, en fait, je partais sur un long week-end. Je faisais du vendredi, samedi, dimanche. Et je bénéficiais de prix avantageux, d'un aller-retour à moins de 100 euros. Donc, ça me coûtait moins cher de faire Nantes-Paris en TGV. Wow. Et ça m'a permis en 4 ans et demi de voir un peu toute l'Europe, un peu le reste. Donc, c'était de brèves aventures, mais en solo la plupart du temps, et ça m'a boosté, ça a nourri cette faim de voyage. Et bon, à l'époque, je ne savais pas du tout ce que signifiait l'empreinte carbone. Donc, je pense qu'aujourd'hui, j'aurais revu mes voyages différemment. Mais c'est vrai que j'étais vraiment dans ma bulle qui me permettait le lundi de retourner au boulot et de me dire, OK, bon, le mois prochain, je vais peut-être réussir à changer quelque chose. Et au final, sur ma dernière année parisienne, je n'avais qu'un rêve à ce moment-là, c'était de vivre à Amsterdam. Okay. Pour moi, qui était un peu le juste milieu entre le bien-être, où tout se faisait à vélo. Pour moi, je voyais les Néerlandais super sains, avec beaucoup d'entreprises aussi, de sièges d'entreprises dans le secteur d'activité pour lequel je travaillais. Okay. Et du coup, j'ai commencé à postuler et puis passer quelques entretiens, mais tout commençait à traîner. Et en parallèle, j'avais des crises d'angoisse qui s'intensifiaient. Et en fait, là, c'était un peu la sonnette d'alarme où j'ai un peu réalisé à quel point la santé importait. Et plus j'attendais une réponse en fait des différentes entreprises aux Pays-Bas, et plus mon anxiété s'intensifiait. Et ce que j'ai fini par faire, si je ne me trompe pas, c'était en septembre 2018. J'ai un peu à contre-cœur donné ma démission à Paris et sans savoir ce qui m'attendait. Je me disais, j'avais encore 3 mois à faire dans l'entreprise pour laquelle je travaillais. Et puis, je m'étais dit, bon, à la fin de ces 3 mois, j'aurai une réponse. Et la réponse n'est jamais arrivée. Ce qui est arrivé, en revanche, c'est mes amis qui m'ont encouragée à me lancer en tant que freelance parce que je travaillais en tant que social media manager et que j'adorais écrire. Et ils m'ont dit à ce moment-là, tu devrais écrire pour des particuliers ou d'autres entreprises et ça te permettra d'avoir un revenu complémentaire en attendant que tu aies ton job à Amsterdam. Et de fil en aiguille, je me suis dit, je vais me prendre un billet d'avion, je vais partir 2 mois en vacances parce que ça n'arrive jamais de partir 2 mois en vacances à moins que tu sois au chômage. C'est clair. Donc, je me suis dit, je vais profiter de cette belle opportunité de temps libre. Et j'ai pris un billet d'avion pour Bali. Je crois que c'était fin novembre 2019. Et voilà, c'est comme ça que... Un billet d'avion avec ça, du coup. Alors, voilà. juste pour rebondir quelques secondes sur ce que tu disais, je voulais pas te couper la parole, mais quand tu disais que tu avais des crises d'anxiété, moi ça me parle parce que moi aussi j'en ai eu. Mais toi, elles s'exprimaient sous quelle forme, ces crises ? Déjà, je ne les voyais pas vraiment venir parce que j'avais toujours l'impression, je suis de nature assez anxieuse, donc j'avais toujours l'impression de travailler sous pression et je pensais que je gérais ça jusqu'à ce que je sente ces fourmillements dans mes mains et j'étais peut-être entre 2 réunions, j'avais ma boss qui m'attendait sur tel sujet et puis mon équipe que j'arrivais pas forcément à gérer à ce moment-là. Et en fait, je sentais mes muscles se crisper et je perdais un peu... ça devenait flou. Oh, wow. Et tout d'un coup, en fait, je me retrouvais au sol, crispée sur moi-même. Et il fallait que quelqu'un intervienne pour me desserrer les mains. J'avais aussi, le souffle assez court et coupé. Donc, avec du recul, je me rendais pas compte de la gravité parce que c'est des choses un peu tabou et ça l'était davantage il y a quelques années. Maintenant, on en parle un peu plus, on est plus éveillé sur le sujet et c'est agréable, c'est agréable à entendre. Mais c'est vrai qu'au départ, je me suis dit, je pense que j'ai bu trop de café, je suis fatiguée. Et j'étais aussi énormément fatiguée à l'époque. Je dormais très peu. Je multipliais les insomnies parce qu'en fait, je travaillais sur mes passions de minuit à 2h du matin. Après, j'étais anxieuse à l'idée de me lever le lendemain et voilà, c'était... never ending. Ouais, et puis en plus, comme tu disais, tu vois, quand on veut partir comme ça, c'est génial de partir, mais c'est une organisation à préparer aussi. Ouais. Donc ça demande du temps plus ton travail, etc. Mais moi, du coup, pour aussi partager avec toi ce qui s'est passé, c'était que je me réveillais la nuit et j'avais le rythme cardiaque qui était vraiment intense. J'arrivais plus à respirer. Enfin, je me dis, mais qu'est-ce qui m'arrive ? En pleine nuit. Ouais, la nuit, tu vois, toujours vers 3h du matin, bizarrement. Et aussi, ça s'est beaucoup exprimé sous forme de cauchemar.
Ok. Ou dans mes cauchemars, en fait, pareil, un peu crispé, où je me voyais en fait en train de me plier le poignet, enfin, vraiment, je prenais mon bras, mon ventre, et tu sais, vraiment, je me faisais des douleurs dans mes cauchemars, parce que c'était des cauchemars. Ouais. Et en fait, je me réveillais et j'avais l'impression de ne pas avoir dormi, en fait, parce que ça paraissait tellement réel pour moi. Mm. Et j'ai tout essayé, hein, méditation, le Ouais. sport, le manger sainement, arrêter l'alcool. Pour te dire qu'au même moment au Canada, ils ont légalisé tout ce qui était marijuana. Donc pareil, j'ai essayé différentes formes de marijuana. Et puis non, en fait, j'ai même fini dans une clinique du sommeil pour voir ce qui se passe. Ah oui, Une ouais. fois, j'ai même fini à l'hôpital, tellement que je ne pouvais plus respirer. Ouais. Et jusqu'au jour où un professionnel m'a dit, mais en fait, t'es stressé en fait, t'as des problèmes d'anxiété, donc il faut que tu règles qu'est-ce qui crée cette anxiété. Et c'était effectivement que voilà, je me plaisais plus dans ma vie, j'étais plus épanouie, mais sauf que je le cachais. J'essayais d'ignorer ce sentiment, et le jour où j'ai commencé à me dire, bon, bah maintenant il faut que tu mettes des choses en place pour justement avancer, bah, ça s'est arrêté quoi. Ouais. Je compatis. Voilà, donc bah merci en tout cas à toi d'avoir partagé cette période-là. Et donc là, tu as pris un billet d'avion. Est-ce que tu avais pris un billet d'avion aller-retour ou aller simple? Je crois que je n'avais pris qu'un billet simple. Je savais que je pouvais rester que 2 mois, en tout cas avec le visa qui m'était proposé à l'arrivée. Mais je m'étais dit, vu que Bali a cette position assez centrale en Asie du Sud-Est, je m'étais dit peut-être qu'après Bali, j'irai en Thaïlande avant de rentrer en France, en fonction de la situation professionnelle qui m'attend en Europe. Ok. Donc, ouais. Donc au moment où justement tu as pris ce billet d'avion et que tu es prête à partir, comment tu te sentais, tu te souviens? Soulagée, je pense. Et en même temps, je ne réalisais pas, en fait. Enfin, je savais pas à quoi m'attendre. Mais je pense que ouais, c'était vraiment allégé instantanément du fait que je quittais Paris. Je pensais plus à mettre fin à cette vie parisienne et moins à l'anticipation du voyage. Mais sachant qu'en parallèle, en fait, encouragée par mes amis à écrire, j'ai aussi lancé une campagne de crowdfunding pour justement financer la future rédaction de mon livre. Et du coup, il y avait toute une campagne de communication parce que je devais faire en sorte d'atteindre certains paliers. Et en fait, j'étais énormément dans cette mouvance. Et je savais qu'à la fin de la campagne viendrait Bali, mais j'ai pas vraiment eu le temps d'être excited pour ce moment-là. J'étais plus dans la partie opérationnelle et organisationnelle de ma campagne. Ok, donc une chose est sûre, c'est que tu aimes beaucoup être occupée. Oui. Mais du coup, tu avais quand même des affaires, etc. à Paris. Est-ce que tu as tout vendu? Tu as tout mis en carton? Qu'est-ce que tu as fait avec tout ça? Alors, ouais, j'ai vendu pas mal de choses. Merci Le Bon Coin. Et puis, merci mes parents aussi qui sont venus m'aider au déménagement à rapatrier tout ce qui me restait à Paris et me le ramener du côté de Nantes. Et puis après, oui, hein, je suis revenue en fait en janvier 2019 chez mes parents, où je suis restée en transition pour 2 mois, pour janvier-février, avant de m'envoler pour Bali début mars. Je pense que tu as voulu dire janvier-février 2020, parce que tu es partie Ah oui. Ouais, 2019. Donc tu es partie en novembre 2018. De Paris, ouais. Ok. Ouais. Ok. Et donc, là, quand tu étais dans cet avion, enfin même je dirais 3 avions, non, pour arriver à Bali. Ouais. Quelques-uns. Dans quel état tu étais? Alors, c'était un peu spécial cette journée parce qu'en fait, le jour où je suis partie, j'ai ma meilleure amie qui a perdu son papa. Oh. Et en fait, ça annonçait aussi la couleur tu pars à l'étranger, mais tu sais que derrière toi, tu laisses tes amis et ta famille. Et du coup, j'étais vraiment entre deux émotions. Et ça m'a un peu déchiré le cœur. Mais indirectement, ça m'a aussi confortée dans l'idée que je prenais la bonne décision parce que c'est cliché, mais la vie est courte. Et du coup, j'ai fait tout le vol en pensant très fort à lui et très fort à elle. Et je pense que, ouais, une fois que j'ai réouvert les yeux, j'étais arrivée à Bali jet-laguée et prête pour une nouvelle vie. Et voilà, c'est déjà la fin de la première partie de ce témoignage. Libre à toi si tu as le temps de pouvoir écouter la suite. Je te l'ai déjà mise en ligne. Si tu n'as pas le temps, je comprends parfaitement. C'est pour ça que je te l'ai coupée à un endroit stratégique. Et on te retrouvera plus tard pour la suite de son témoignage. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Fille Expat si tu ne souhaites rater aucun épisode. C'est gratuit et c'est disponible sur toutes les plateformes de podcast en un seul clic. À très vite!